Good afternoon, everyone. Welcome to the Learning Lab session. Bonjour, Inclusion. bon après-midi, soyez les bienvenus à ce Learning Lab. C'est l'inclusion avant tout, repenser l'éducation au service de la paix et de la stabilité. C'est le bon choix, évidemment, et j'espère que ce sera une séance très intéressante. Quelques mots d'explication par rapport à cette séance dont l'objectif est de recadrer la narrative et de reconnaître les contributions importantes de l'inclusion à la paix et à la stabilité. Nous allons également essayer d'illustrer ce propos avec des exemples très concrets de terrain, ce que les systèmes inclusifs peuvent apporter pour renforcer les sociétés. Nous allons également montrer que l'inclusion permet d'améliorer la protection, la cohésion sociale et permet d'établir la paix. Et nous allons essayer de voir comment elle peut également faire preuve d'innovation au niveau de la conception de l'instruction. Bien, alors pour approfondir la question, nous avons à nos côtés deux orateurs, experts dans leur propre domaine. Et accrochez-vous parce que vraiment leur CV est assez impressionnant. Alors je vais essayer de ne rien oublier, toutes mes excuses si j'oublie quelque chose. Sandrine Bohan-Jacot, dans un premier temps, qui apporte plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation, acquise dans différents contextes internationaux. Elle a occupé des postes dans l'enseignement, la gestion de projets et le conseil au Moyen-Orient, en Asie centrale, en Asie, en Afrique, au service de différentes ONG, d'organisations de bailleurs de fonds et d'agences internationales. Actuellement, elle occupe le poste de spécialiste mondial de l'éducation inclusive chez Humanité et Inclusion, HI. Son travail consiste principalement à fournir un soutien technique dans les situations d'urgence et à plaider en faveur de l'éducation des enfants en situation de handicap au sein des réseaux mondiaux. Nous sommes également très reconnaissants d'avoir un orateur présent en ligne, Mahan Al-Tawin, qui est titulaire d'un master en démocratie et droits de l'homme et d'une licence en administration publique de la faculté de droit et d'administration publique de l'université de Birzeit. Il a travaillé avec plusieurs organisations, notamment l'Institut de recherche appliquée de Jérusalem, les programmes de réadaptation, la commission électorale centrale, le programme de réadaptation de l'YMCA. Il a contribué à des travaux de recherche sur différentes thématiques telles que les médias, le handicap, le droit du travail. Il a également dirigé le programme d'autonomisation économique des personnes en situation de handicap au sein du BASR. Il possède une expérience de plus de 14 ans dans le secteur de la réadaptation et de la réhabilitation en Palestine. Il a collaboré avec des acteurs internationaux. Depuis 2020, Maran occupe le poste de directeur du programme de réadaptation à base communautaire, CBR. Merci infiniment, Maran, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc présent en ligne. J'espère que vous nous entendez. En tous les cas, merci de votre participation et de votre présence. Bien, quelques petites informations maintenant par rapport à la façon dont cette séance va se dérouler. Chaque présentation durera à peu près 30 minutes et il y aura également la possibilité de prendre vos questions. Et puis, il y aura une petite partie de conclusion. Merci de bien vouloir garder vos questions pour la séance. Questions-réponses, nous essaierons évidemment de prendre vos questions à la fin des présentations. Bien, sans plus attendre, je vais maintenant lui donner la parole. Elle a déjà le micro. Je vais donc donner la parole à Sandrine Bohan-Jacot, qui va nous expliquer ce que les systèmes inclusifs apportent pour des sociétés plus fortes et plus sûres. L'éducation au service de la stabilité. Merci beaucoup à vous, François. Bien, merci. Je ne sais pas si le micro vraiment fonctionne. Merci et merci également de garder un œil sur le temps, s'il vous plaît. Bien, merci beaucoup. Le sujet de ma présentation est donc le suivant. Je vais essayer
de vous dire ce que, selon moi, les systèmes inclusifs apportent pour des sociétés plus fortes et plus sûres. I got the power. I was asked a question last week at another La semaine dernière, dans le cadre d'une autre conférence, on m'a posé la question suivante. Quelles sont les plus grandes inégalités? C'est une question qui est très difficile, mais à mes yeux, les inégalités les plus grandes, ce sont les enfants finalement qui ne sont pas là. Toute la journée, nous avons abordé des situations extrêmement difficiles, des enfants qui ne vont pas à l'école, à quel point c'est vraiment très très difficile, mais de nombreux enfants ne sont pas là. Un rapport de l'UNESCO a été publié au mois de février, le rapport mondial de suivi sur l'éducation, qui nous apporte des chiffres terribles. 273 millions d'enfants et de jeunes qui ne sont pas scolarisés en 2024. Cela représente un enfant sur 6 en âge scolaire qui n'est pas scolarisé. Moins d'un pays sur 10 dispose d'un système de financement de l'éducation qui accorde une priorité absolue à l'équité. Donc, en réalité, la plupart des pays n'orientent pas leurs ressources là où elles sont le plus nécessaires. Et donc, je pense que bon, le financement, ce n'est pas neutre. Le financement n'est pas neutre. S'il ne corrige pas activement les inégalités, vous ne faites que les reproduire. And as we've all been discussing since this morning, Nous en avons parlé ce matin. Les conflits ne sont plus une question secondaire. C'était peut-être le cas par le passé, mais ce n'est vraiment plus le cas aujourd'hui. Et donc, cela ne fait qu'aggraver la situation. Et voilà, cela crée des situations extrêmement difficiles pour des millions d'enfants aujourd'hui. Donc, nos systèmes vraiment ont toujours beaucoup de mal à trouver des réponses à ces situations problématiques. D'après le rapport de l'UNESCO, nous voyons que sans l'équité, eh bien, il n'y a pas d'accès. Nous savons qu'il y a énormément de coupes sombres dans les budgets. Alors, j'aimerais essayer peut-être de revenir sur cette narrative parce que lorsque l'on parle d'inclusion, eh bien, on entend oui, c'est très bien d'avoir de l'inclusion, mais je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dans l'inclusion, c'est son pouvoir de transformation et ça, c'est clé en matière d'éducation et de paix. Nous avons vu que les financements ne sont pas neutres, l'éducation ne l'est pas non plus, mais je pense qu'elle détient ce pouvoir de transformation. Alors, je ne sais pas si vous avez participé aux séances précédentes, mais nous savons que les inégalités, l'exclusion alimentent les conflits. Les principes d'inclusion garantissent un engagement collectif en faveur de l'équité. Ce qui est important dans l'inclusion, c'est que chacun et chacune doit être reconnu, doit avoir la possibilité de développer son potentiel unique et je pense que l'équité et la diversité sont des piliers essentiels des solutions aux maux dont le monde souffre actuellement. Alors je voudrais aborder maintenant 5 points, il y en a probablement d'autres. Je pense qu'il y a là un aspect de protection, la cohésion sociale, l'impact et l'innovation, la conception pédagogique de qualité pour tous et la reconstruction. Alors, au niveau de la protection, effectivement, nous savons que l'équité permet d'offrir un accès équitable. Bon, nous l'avons entendu ce matin, si vous êtes exclu de l'école, vous allez peut-être être enrôlé dans une armée, recruté par une armée, et vous allez peut-être être enrôlé également dans du travail infantile. Donc,
Si vous avez un handicap, par exemple, eh bien, vous allez être exclu tout le temps aussi. L'inclusion essaye de favoriser l'égalité des chances et je pense qu'en faisant cela, eh bien, elle s'attaque à des injustices historiques et à des inégalités structurelles. Nous avons vu qu'à cause des guerres et des conflits, les enfants n'allaient plus à l'école, mais dans d'autres cas, eh bien, vous avez des enfants qui ne sont jamais allés à l'école, des enfants en situation de handicap, par exemple. L'éducation inclusive garantit la continuité de l'enseignement en temps de crise. Et je pense que, comme nous l'avons entendu ce matin, c'est important de mettre l'accent sur le rôle des enseignants parce qu'ils maintiennent une éducation de qualité. Il faut également aborder le bien-être des élèves. L'école n'est pas uniquement l'endroit dans lequel vous apprenez des matières. L'école, c'est de la cohésion sociale. Vous apprenez ensemble, vous apprenez le vivre ensemble. Et c'est l'objectif de l'école. Si par exemple, dans ma classe, eh bien, j'ai un petit camarade qui est en situation de handicap, et si plus tard je deviens architecte, eh bien, je créerai des bâtiments qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Ensuite, je pense qu'il s'agit vraiment de protéger l'avenir des élèves, mais notre avenir également. Et là, il y a vraiment des chiffres assez interpellants dans ce rapport, puisque, bon, il faut parler quand même de chiffres. 10 000 milliards de dollars, eh bien, c'est ce que représentent en fait les pertes d'ici à 2030 en matière de compétences perdues. Et donc, cela crée évidemment un risque énorme par rapport à la paix. Ah, pardon, je n'ai pas fait avancer ma présentation, dit l'oratrice. Voilà donc où j'étais. Désolée. Bon, voilà. Malheureusement, avec mes cheveux blancs et toute mon expérience, je n'arrive pas à lire jusque-là. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même du côté positif, il y a quand même des réponses qui sont apportées. Je vous parlais d'un coût tout à l'heure énorme, il est plus élevé dans certains pays. Je prends l'exemple du Tchad, par exemple. Presque 58% de son PIB en 2030 est en risque. Et nous voyons que les enfants là pourraient ne pas être scolarisés. Alors il faut essayer de répondre. Plusieurs organisations sont présentes. Nous avons par exemple l'enseignement formel et informel. Nous avons ces espaces inclusifs. Si nous allons ici, si nous regardons ces photos, les activités proposées par Ngurtu Kumbua, les enfants ont la possibilité de faire du sport, de jouer au football. On leur apprend également des techniques de relaxation, par exemple. On essaye de travailler avec les enfants qui rencontrent plusieurs difficultés. Et je pense que c'est également une bonne façon finalement de récupérer un petit peu ces enfants parce que voilà, il faut absolument essayer d'attirer les enfants vers les écoles et vers ces espaces finalement de relaxation et de bien-être. Merci François. Inclusion brings social cohesion. L'inclusion favorise la cohésion sociale. Eh bien, effectivement, elle favorise la cohésion sociale et la compréhension mutuelle. Nous sommes tous différents, nous venons tous et toutes de contextes religieux, socio-économiques différents, mais lorsque vous allez à l'école tous ensemble, bon, effectivement, lorsque vous allez dans des écoles privées, ça veut dire que vous êtes assez nantis, mais si vous arrivez à être tous ensemble dans la même classe, eh bien, cela permet vraiment de changer la façon dont on voit le monde. Moi, je viens de la périphérie de Paris, je ne viens pas des quartiers riches de Paris, et c'est vrai que nous avions là une communauté de familles assez nantis tout près de nous, eh bien, nous avons été vraiment tous ensemble à l'école, hein. Nous étions vraiment tous mélangés. Et ça a vraiment changé ma façon de voir les choses parce que moi, je venais d'un milieu un petit peu moins avantagé.
mais j'avais des amis qui venaient de zones encore plus désavantagées. Et ça a vraiment changé ma vision des choses. Parce que voilà, j'ai dû travailler aussi. Je voulais apprendre à connaître le monde. Donc ça a vraiment changé tout pour moi. C'est un élément vraiment essentiel. Je pense que cela permet vraiment de réduire tous les stéréotypes, tous les préjugés également. Bon, j'accélère un petit peu parce que le temps presse. Alors, je pense que cela permet d'intégrer l'inclusion dans les pratiques scolaires, dans toutes les structures de gouvernance. Très souvent, les enseignants sont bien formés. Bon, mais il faut évidemment que les enseignants se trouvent devant des classes et donc il faut que les enfants soient là. Donc, lorsqu'on essaye de transmettre quelque chose aux enfants, très souvent ils transmettent à leur tour cela à la communauté. Cela permet donc de changer les communautés. C'est quelque chose de très très important et nous essayons de répondre aux besoins spécifiques des apprenants, mais nous essayons également de changer le système dans sa globalité. Ensuite, très, très rapidement, je voudrais partager avec vous un exemple qui nous vient de l'Équateur. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur tous les détails de cet exemple, mais nous travaillons là avec des enfants en situation de handicap, d'autres communautés d'enfants marginalisés, des enfants qui ne vont plus à l'école depuis de nombreuses années pour plusieurs raisons. Et donc, il est important de récupérer la confiance des parents et des enfants dans l'école, parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans lesquels les parents ne font plus confiance à l'école. Il y a eu énormément d'efforts réalisés, l'organisation d'ateliers, des organisations d'ateliers éducatifs inclusifs, et les résultats montrent déjà une amélioration significative des compétences scolaires et psychosociales des enfants et des adolescents. Donc, je pense que c'est quelque chose vraiment de très intéressant parce que lorsque vous arrivez à cibler les communautés les plus marginalisées, vous créez une norme. Et je voudrais vraiment vous encourager à commencer avec les enfants en situation de handicap. Je pense que ce serait vraiment une bonne initiative. Bien, je me rends compte ici que je ne vais pas pouvoir parcourir toutes les diapos de ma présentation, mais en tous les cas, nous travaillons sur un cadre pour essayer de créer de la cohésion sociale. Et ce qui est important, c'est de travailler au niveau horizontal, mais également au niveau vertical. Le niveau horizontal, eh bien, cela veut dire qu'au sein de la communauté, vous devez veiller à ce qu'il y ait de la solidarité, il faut pouvoir s'entraider, il faut qu'il y ait un appui réciproque, du soutien au sein de la communauté. Et puis également sur la dimension verticale, comment aborder les communautés, comment travailler avec les autorités responsables de l'enseignement. Alors, très, très rapidement, eh bien, l'Équateur, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, des Sports et de la Culture, a lancé un module sur l'éducation inclusive. C'est très, très intéressant. Il est destiné aux familles. Je vous encourage peut-être à en prendre connaissance. Alors, je voulais poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet effet du trottoir? Non? Alors, bon, visiblement non. Eh bien, en fait, il s'agit de ce qui est représenté ici en rouge. Lorsque vous travaillez sur, ou lorsque vous avancez sur ce trottoir, eh bien, il y a cet effet. Si vous avez par exemple une poussette ou bien lorsque vous avez du mal à marcher parce que vous êtes dans le plâtre, par exemple, eh bien, voilà, il y a eu cette innovation. Si vous êtes en fauteuil roulant, évidemment, vous n'allez pas sauter, évidemment, la marche. Donc, ça, c'est ma petite introduction à la séance suivante. L'inclusion qui a un impact positif, mais qui a un impact innovant également. C'est cet effet des trottoirs abaissés. Je ne vais pas évidemment ici décrire toutes ces études, mais je pense que ma présentation
PowerPoint sera partagé. Nous avons vraiment des preuves cohérentes et convaincantes des effets positifs de l'éducation inclusive. Donc ce ne sont pas ici uniquement de belles paroles, puisque non, il existe des preuves cohérentes des effets positifs de l'éducation inclusive sur l'emploi, la stabilité, les revenus au niveau individuel et donc un impact positif sur les sociétés de la façon générale. Il y a eu des études menées au Népal et aux Philippines. Alors, on va toujours vous poser la question de savoir combien cela coûte, évidemment, mais la question est de savoir qu'est-ce que cela ne coûterait pas si l'on ne faisait rien. Donc, le coût de l'exclusion est considérable également. C'est une perte du PIB allant de 1% à 7% si les personnes en situation de handicap sont exclues de l'éducation et du marché du travail. Donc, on passe vraiment là à côté de quelque chose d'important. Donc voilà, je pense qu'il y a la matière à réflexion. Ensuite, je vous parlais de ces différentes innovations que l'on connaît dans notre vie au quotidien, mais vous ne savez peut-être pas quels sont les résultats finalement d'analyse des situations de ces personnes en situation de handicap. Par exemple, la fonction text-to-speech sur votre téléphone ou bien les livres audio, par exemple, eh bien, cela a été inventé parce que voilà, certaines personnes sont malvoyantes. Vous avez, par exemple, également la brosse à dents électrique qui a également été inventée pour répondre à des besoins de personnes en situation de handicap et bien d'autres encore. Un exemple du terrain également l'intervention de HI dans les camps de réfugiés de Kakuma et Dadaab au Kenya avec un apprentissage numérique accessible. Nous avons voulu travailler sur l'apprentissage numérique. Ce qui était vraiment très intéressant dans ce projet, c'est que nous avons pu numériser le programme de cours à l'attention des enfants qui vivent dans les camps. Et maintenant, eh bien, ce sont des contenus numérisés. Ils sont disponibles en ligne et ils sont disponibles pour la totalité du pays. Donc voilà, c'est une innovation qui émane finalement des besoins ressentis dans ce camp de Kakuma et c'est quelque chose qui sera utilisé maintenant par tout le monde dans le pays. Alors ici, voilà, ça aurait dû être un quiz, mais j'ai dû transformer ça en PDF, donc vous avez déjà les réponses à l'écran, mais je voulais vous demander si vous reconnaissiez certains pédagogues très célèbres. Et donc, moi, je m'attendais à certains noms. Voilà, Montessori, évidemment, nous sommes en Belgique, donc je m'attendais peut-être à De Crowley, Itard, Seguin, Freinet, Piaget. Eh bien, ces pédagogues ont tous et toutes travaillé avec des enfants en situation de handicap ou des enfants qui rencontrent des difficultés. Et donc, je pense que ça fait toute la différence parce que, voilà, business as usual, eh bien, cela ne fonctionne pas avec ces enfants. Il faut vraiment réfléchir d'une autre façon, sortir de la boîte logique. Il faut sortir des sentiers battus. Et donc, il faut créer de la variété, essayer, échouer, créer à nouveau. Donc, bon, moi, évidemment, je suis une grande partisane de Montessori. On parle beaucoup de manipulation avec Maria Montessori. Eh bien, c'est indispensable lorsque vous travaillez avec des enfants en situation de handicap. Et finalement, c'est presque indispensable avec tous les enfants. Ceci nous mène au fait que effectivement, l'éducation inclusive, c'est finalement de l'éducation de qualité. Et c'est vrai. Je pense que cela met l'accent sur le dialogue, la résolution de problèmes, la pensée critique, permettre aux élèves de régler leurs différends de manière non violente, les programmes scolaires qui intègrent de l'éducation à la paix, les droits de l'homme, l'engagement civique. Cela permet vraiment de contribuer à instaurer une culture de non-violence et de responsabilité partagée. Alors, très, très rapidement,
instruction. Oui, donc en matière d'instruction, je pense que cela permet de promouvoir une approche qui place l'apprenant au cœur de ses préoccupations. Cela permet de mettre en place des aménagements raisonnables pour tous. Cela permet également de cultiver la pensée critique, d'aller au-delà du simple cours magistral. Et cela permet aux enfants de mieux gérer leurs émotions. Ceci étant dit, je pense que c'est vraiment là un élément clé parce que l'instruction est fournie par les enseignants et les enseignants jouent un rôle vraiment essentiel. On essaie toujours d'améliorer les mécanismes, etc. Bon, ça c'est vrai que c'est important, mais en réalité, ce sont les enseignants qui jouent un rôle clé en matière de qualité de l'enseignement. Et je voulais ici citer Robinson, que vous connaissez peut-être. En fait, les écoles ne sont bonnes qu'à condition d'avoir de bons enseignants. Alors, si on n'investit pas dans les enseignants, eh bien, cela n'ira pas. Alors oui, on peut très bien acheter davantage de chaises et davantage de bancs scolaires. On peut très bien avoir une très belle école dans son bâtiment, mais si les enseignants ne sont pas à la hauteur, à quoi bon? Alors, je voudrais encore vous montrer ici quelques petites photos. Je me suis rendue en Syrie l'année dernière, c'était ma dernière mission, et j'ai eu la chance de me rendre dans le nord-est de la Syrie pour visiter quelques centres d'éducation informelle, et ces enseignants sont remarquables. Il y a là donc une collaboration avec une ONG. Nous essayons de soutenir les enfants qui sont exclus de l'éducation, soit parce que les écoles sont peut-être complètement détruites et il y a eu trop de mines, par exemple, qui ont explosé ou qui sont sur le point d'eux. Et puis ensuite, sur la deuxième photo, bien vous voyez des enfants qui vivent vraiment dans des bidonvilles. Ce sont des enfants qui travaillent, ils cueillent du coton et donc il faut adapter les horaires pour que ces enfants puissent quand même être scolarisés. Et donc, nous accueillons, enfin, ils accueillent en tous les cas là des enfants également en situation de handicap. Alors, j'en arrive au cinquième point. L'éducation inclusive est effectivement une opportunité de mieux reconstruire, de renforcer les institutions démocratiques et inclusives, de mettre l'accent sur ces valeurs de responsabilisation, d'équité, tout ce qui est nécessaire pour que la démocratie continue de vivre. Cela permet également de rompre les cycles de la violence. Lorsque vous accueillez des enfants de communautés exclues, lorsqu'ils retournent à l'école, comme nous l'avons entendu ce matin, eh bien cela permet vraiment d'apaiser les conflits. Cela permet d'apporter de la stabilité économique. Ce matin, nous l'avons entendu, si vous n'avez pas accès à l'éducation, eh bien, vous n'avez pas vraiment d'opportunité dans la vie. Et puis ensuite, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais partant de crise, bon, il y a évidemment les crises climatiques et nous pensons que c'est une opportunité pour créer des écoles qui soient beaucoup plus accessibles, mais également beaucoup plus résilientes et beaucoup plus résistantes au climat et au changement climatique. Nous avons vu d'ailleurs des exemples en Ouganda où les normes d'accessibilité sont améliorées. Mais je pense l'avoir déjà dit, voilà, je ne veux pas prendre plus de temps. I don't want to take more time because I want to leave all the time to Mahan, who's going to talk to us from Palestine directly. I just wanted to let you with this Je vais pas prendre sentence. It's plus de temps, je vais laisser le temps à Marine qui va nous parler de Palestine. Je vais simplement vous partager une phrase que j'ai vue sur un graffiti dans une rue et la phrase disait ceci, quid, qu'en est-il, et si le traitement contre le cancer était dans la tête d'un enfant qui ne peut pas aller à l'école? Voilà. Je pense que ça a été vraiment très utile, cette présentation pour tout le monde ici. Je ne sais pas s'il y a déjà un premier
cycle de questions déjà maintenant. Non, on garde toutes les questions pour la fin. D'accord, si ça vous convient. Et donc, nous allons maintenant nous tourner vers Maran Altawil, qui va nous parler de la réalité palestinienne aujourd'hui, qui va nous parler de la situation, des perturbations évidemment de l'enseignement et de toutes les difficultés des apprenants et notamment des enfants atteints de handicap. Il va présenter des solutions inclusives par BSR et toutes les leçons qui ont pu être tirées. Merci beaucoup. Nous pouvons vous voir maintenant. Merci Maran d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez donc le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui ont organisé cette réunion. Le droit à l'éducation est un droit fondamental. Je m'appelle Mahan Altawil, je viens de Palestine. Je suis donc directeur du PWDS et donc nous voulons souligner le droit à l'éducation dans les conflits, notamment pour les enfants, avec un accent particulier sur les enfants de Palestine. Je voudrais vous parler aussi des réalités des personnes atteintes de handicap en Palestine et de l'enseignement en général également en Palestine, notamment la question de l'éducation pour les personnes atteintes de handicap. Je vais vous parler des différentes interventions de l'unité enseignement et puis aussi de l'effet de la guerre sur l'accès à l'enseignement, à l'éducation, sur les stratégies que nous utilisons pour proposer le bon enseignement et les leçons que nous avons pu en tirer. Vous pouvez passer maintenant à la dia suivante. En ce qui concerne le contexte du handicap en Palestine, depuis 1948, la Palestine est occupée et ceci pose des défis humanitaires et un accès donc perturbé aux services essentiels. Depuis octobre 2023, la situation s'est sévèrement dégradée avec des actions militaires, une augmentation des violences des colons, des démolitions. Ce sont des choses qui ont impacté les personnes plus vulnérables, notamment les personnes atteintes de handicap. Les statistiques officielles montrent qu'il y a plus de 150 000 personnes atteintes de handicap en Palestine et ça, c'était avant la guerre récente. Nous sommes certains que maintenant ce nombre est bien supérieur à ce que donne le bureau statistique palestinien, notamment plus de 400 000 personnes en Palestine seraient affectées. Ce serait le ratio le plus élevé des personnes atteintes de handicap dans la région par rapport à la population générale. Et clairement, ceci est dû à l'occupation militaire israélienne. Depuis octobre 2023, des personnes qui bénéficient de l'aide au handicap a été clairement diminuée. Donc, vous avez ici un diagramme qui vous montre le niveau de marginalisation que les personnes atteintes de handicap, auxquelles les personnes atteintes de handicap sont confrontées au quotidien. Et il y a plus de 35% de personnes atteintes de handicap en Palestine qui sont illettrées, qui n'ont pas appris à lire ou à écrire. 34% n'ont jamais été inscrits à l'école. 90% ne sont sans emploi. Ne pas aller à l'école, cela vous prive d'opportunités économiques correctes.
75% des personnes atteintes de handicap ne peuvent pas utiliser les transports en commun. 40% des enfants de moins de 15 ans de plus de 15 ans ne sont plus à l'école. Et donc, en Palestine, on pourrait résumer la chose par 3 raisons principales. C'est d'abord une mauvaise adaptation de la législation sur le handicap. Nous avons les lois, différentes lois, mais les mécanismes d'application sont limités. Et nous n'avons pas la volonté politique pour faire avancer ces droits. Ensuite, un problème d'attitude sociétale. Ces personnes sont souvent stigmatisées et sont regardées par le prisme médical et puis le manque d'accessibilité. Les services publics, les écoles, les rues ne sont pas accessibles. Il y a aussi des barrières à l'information au niveau des écoles, des soins de santé ou de la participation à la vie de la communauté en général. Le système d'enseignement en Palestine souffre d'une crise majeure tant à Gaza qu'en Cisjordanie. Et il y a des défis majeurs qui remettent en cause l'avenir de milliers d'enfants, la guerre, les restrictions de mouvement, le déplacement, la violence systémique ont gravement empêché l'accès des enfants à l'éducation, les privant du soutien vital et de la structure que les écoles peuvent apposer. Les statistiques maintenant, l'impact de la guerre sur Gaza. Voici quelques chiffres. Plus de 658 000 enfants en âge scolaire qui n'ont pas reçu l'enseignement fondamental. 39 000 élèves n'ont pas pu présenter leurs examens. 95% des établissements scolaires ont été endommagés partiellement ou totalement. Et avant de rouvrir, ils doivent subir de grands travaux. 12 000 enfants, 12 000 élèves ont été tués au cours de la guerre. Plus de 19 000 élèves ont été blessés. Plus de 400 enseignants ont été tués et puis plus de 2600 ont été blessés. À Gaza, il y a plus de 1,2 million d'enfants à Gaza qui ont besoin d'un soutien de santé mentale maintenant. Pour ce qui concerne Jérusalem-Est et la Cisjordanie, cette escalade de la violence a clairement augmenté depuis le 7 octobre. 85 étudiants ont été tués, 525 blessés et 281 arrêtés. En ce qui concerne les enseignants, 3 ont été tués, 18 blessés et 149 arrêtés. En outre, nous avons été témoins de nombreuses violences et d'attaques sur les écoles. Ce sont des chiffres qui ont été documentés par des agences des Nations Unies et qui sont bien connus de la scène internationale. Donc depuis octobre 2023, même en Cisjordanie, nous faisons face à une violence sévère ainsi qu'à des restrictions
de mouvements qui perturbent l'accès à l'enseignement. Actuellement, il est question de checkpoints partout dans les villages. Ça nous empêche de bouger d'une ville à l'autre. Et donc, de nombreux enfants, dès lors, n'ont pas pu atteindre leurs écoles et suivre les cours normalement. Les, 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 les colons également sont de plus en plus violents avec des problèmes près des écoles. Les violations contre l'enseignement sont intensifiées dans les démolitions d'écoles et des perturbations répétées dans le processus d'apprentissage. Toutes ces conditions continuent à saper l'accès sûr et cohérent à l'éducation dans de nombreuses régions de la Cisjordanie et à Jérusalem-Est également. Alors, je voudrais simplement souligner ici que même si en Palestine, nous avons des politiques inclusives, la plupart des écoles, malheureusement, sont inaccessibles et n'ont pas accès à des matériaux inclusifs, notamment pour les enfants souffrant d'autisme, par exemple, qui peuvent souffrir d'exclusion importante. Et donc, là aussi, cela pousse à la marginalisation. Dès lors, la plupart des enfants atteints de handicap ont de faibles connaissances pédagogiques. Et donc, les personnes atteintes de handicap ne peuvent pas donc aller à l'école. Nous avons des centres communautaires qui fournissent un enseignement spécialisé pour des enfants atteints de problèmes mentaux ou de handicap mental. L'enseignement en temps de conflit peut être résumé en 5 points. Destruction des écoles et des institutions scolaires, restriction de mouvement, fardeau économique accru. Vous savez, dans des communautés locales marginalisées, les gens doivent marcher longtemps parce que les transports ne sont pas disponibles et coûtent très cher. Donc ce sont des fardeaux économiques qui affectent les familles et les enfants dans leur processus d'apprentissage. Les déplacements, nous pouvons voir à Jenin, à Gaza, à Toubas, dans différentes villes, l'occupation a déplacé des milliers de personnes. Et puis, il y a aussi les meurtres des élèves et des étudiants et des professeurs. Je voudrais maintenant vous présenter 3 cas. Tout d'abord, c'est Masafer Yatta, ensuite le camp de réfugiés de Jenin et enfin la bande de Gaza. Pour Masafer Yatta, c'est dans le sud de la Cisjordanie, à Hébron. Là, nous pouvons voir les restrictions de mouvement quotidiens, des checkpoints quotidiens. Ce sont des restrictions dans tous les domaines de la vie. Et donc, les enfants atteints de handicap ne peuvent pas y aller puisqu'ils ne peuvent pas atteindre ces écoles. Donc, il y a un manque de transport accessible. Masafer Yatta fait également face à des démolitions. Il y a plus de 18 communautés qui courent le risque de voir leur école démolie.
ce qui laisserait les élèves et les enseignants sans repère le jour de la démolition et sans école. Et donc, de moins en moins d'argent n'est consacré à ces endroits, ce qui les rend encore moins accessibles et ça augmente le risque de déplacement. Alors, il y a également des mesures coercitives qui augmentent. Donc, les différentes communautés de Massaferiata ont été déplacées. Et c'est difficile pour tous les enfants, notamment pour les enfants atteints de handicap. Les enfants sans handicap ont des difficultés à cause de leur handicap d'échapper à la violence des colons. Au niveau du camp de réfugiés de Jenin, plus de 20 000 réfugiés déplacés en un an. Les personnes qui sont dans le camp de Jenin ne peuvent pas retourner en Palestine, ne peuvent pas retourner chez eux, donc ils ne peuvent pas rentrer dans leur maison et encore moins dans leurs écoles. Donc ceci également place une contrainte économique à cause du déplacement et aussi des dégâts à leurs biens. Donc les familles ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école dans la zone où ils ont été déplacés. As for Gaza, I think En ce qui concerne Gaza, je pense que le monde entier a pu voir ce qui s'est passé à Gaza. Toute forme d'éducation officielle après ce génocide et cette dévastation dans la bande de Gaza est impossible. Je peux dire que les étudiants n'ont plus aucune école où aller. Et si l'école a survécu, eh bien, elle est utilisée comme abri. Et donc, évidemment, les tueries, les meurtres, le ciblage intentionnel des étudiants, des professeurs à Gaza, on peut voir qu'ils ont fait la cible de cela. Alors, on essaye de faire ce que l'on peut pour se dire différentes stratégies pour atténuer ces crises qui empêchent les enfants atteints de handicap à avoir accès à l'enseignement. Il s'agit notamment d'apprentissage en ligne et améliorer l'accessibilité, des initiatives d'éducation, des infrastructures et des reconstructions. Au niveau de l'apprentissage en ligne, on peut dire que le point positif, c'est que là, il n'y a plus de checkpoints. Les enfants ne sont pas détenus au port. Il n'y a pas de coût de transport. Et personne ne sera ciblé par les colons sur le chemin de l'école. Mais évidemment, il est difficile pour les enfants de se concentrer sur leurs leçons dans une maison bondée. La technologie nécessaire n'est pas toujours nécessaire ou elle coûte très cher. Et c'est particulièrement difficile pour les familles les plus pauvres, évidemment. CBR essaye de fournir aux familles des technologies matérielles comme des tablettes, par exemple, qui et des caractéristiques d'accessibilité. On essaye également de former les familles de ces jeunes sur ces technologies afin qu'ils puissent les aider à les utiliser. On fait aussi des visites à domicile
différentes personnes qui sont affectées à différentes communautés pour voir en fait comment ça va et comment on peut améliorer les choses. Ensuite, deuxième stratégie, améliorer l'accessibilité. Alors, on a un bon partenariat avec le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement, et donc nous soutenons donc l'accessibilité pour les jeunes atteints de handicap. Nous développons également des référentiels pour assurer un soutien pédagogique et de réhabilitation ponctuelle. Ensuite, nous faisons également des adaptations environnementales et des infrastructures scolaires. Nous avons adopté différents outils pédagogiques, différents matériaux d'apprentissage également pour aider nos enfants atteints de handicap. Troisième stratégie maintenant, il s'agit de mettre en œuvre des initiatives pédagogiques. À cause des taux de déplacement accrus en Palestine, de nombreux enfants ne peuvent pas aller à l'école et avoir accès à l'enseignement officiel. En réponse, le programme CBR a mis en œuvre des initiatives alternatives et non officielles pour soutenir la continuité de l'apprentissage dans les communautés marginalisées déplacées de la Cisjordanie. Ces initiatives combinées à des activités pédagogiques et récréatives avec le soutien psychologique et de santé mentale permettre d'aider les enfants, le bien-être des enfants et leur résilience. Les activités ont été mises en œuvre dans les communautés vulnérables, dont Al-Carmel, Al-Ramadine, ciblant les enfants affectés par le déplacement et un accès restreint à l'éducation. Alors évidemment, ici, l'infrastructure est le mot-clé. À chaque fois qu'ils détruisent des écoles, des centres communautaires, nous essayons d'intervenir. Nous soutenons la reconstruction des écoles détruites, des infrastructures, et nous voulons préserver l'accès à un enseignement sûr. Et nous faisons un plaidoyer pour la protection des droits des enfants à l'éducation en menant des campagnes de sensibilisation sur l'impact dévastateur des conflits, des attaques sur les infrastructures d'enseignement, le déplacement, les restrictions de mouvement sur l'accès des enfants à un enseignement sûr. Alors, les leçons qu'on a pu tirer sur c'est l'importance de la décentralisation et de services localisés, également renforcer les approches alternatives et non formelles quand c'est possible, également renforcer les capacités des communautés locales et des acteurs de l'enseignement, promouvoir une éducation inclusive et voir les crises comme elles sont. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir donné un état des lieux de la situation en Palestine qui est pour le moins alarmant. Merci pour tout ce que vous avez fait avec les moyens dont vous disposez. Donc une fois encore, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on en vient maintenant aux questions dans le public. Je crois que jusque-là, on n'a pas vraiment de questions en ligne. Avez-vous des questions dans la salle? Oui, je vous en prie. In English or in French? Anglais ou français? Pas tellement une question, c'est plutôt une contribution. Je voudrais m'exprimer en français, si vous le permettez. Et je suis quelqu'un de terrain, donc quand je vois la présentation sur accès équitable en éducation, je pense toujours à là où j'ai servi, et plus précisément au niveau de la zone nomade au Niger. Parce que l'éducation dans les zones nomades
comme vous le savez, pour moi, je dis, c'est une éducation qui est toujours en période d'urgence. Parce qu'il faut le vivre pour voir comment ces enfants, le terme me manque pour qualifier, quand je regarde un petit enfant ou une petite fille qui devait, elle, assurer le rôle, je dis bien le rôle de la maman. Donc, ça veut dire quoi? Elle n'a pas ce droit d'aller à l'école. Elle meurt d'envie. Quand j'étais coordonnatrice du projet, quand je partais dans ces petites communautés Peul, Wadabe, je vois comment les filles, c'est elles qui sont laissées dans les campements, leurs parents migrent pour aller chercher. Et le parent, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent les petits enfants et ils les laissent avec des vieilles personnes. Et quand tu as une fille dans ta maison, dans ta famille, c'est elle qui est responsable de tous les autres petits frères. Elle ne peut pas aller à l'école. Donc, c'est elle qui doit cuisiner, c'est elle qui doit s'occuper des enfants. Je voudrais, si vous le permettez, vous donner une petite expérience sur ce qui m'a motivée un jour. Et grâce à UNICEF, j'ai eu un financement à l'époque qui m'a permis de mettre en place un dispositif et qui actuellement est en train de donner fruit. J'ai trouvé, c'était en plein froid, dans les déserts. Quand il fait froid, il fait vraiment froid. J'étais partie en mission, moi j'étais sur mon lit pick-up, sortie du véhicule comme ça avec les autres collègues, et j'apercevais une petite fille Bororo avec 3 de ses petits frères. Ils dormaient sur les sacs de riz vides. Et c'est ça aussi qu'elle prenait les autres pour couvrir ses petits frères. Je n'ai pas dormi. Le matin, j'étais pressée de lui demander où sont tes parents. Elle dit, ils sont partis. On nous a laissés ici. J'ai dit, où? Il y a un puits, c'est la référence, le puits. Le chef du village, il a sa tante, il y a le puits, et puis on me dit, c'est une école. D'accord. Les enseignants ne veulent pas rester. Parce que c'est vraiment, comme on dit, de remonte area of Niger. Que vous pouvez imaginer, les salaires ne viennent pas. Quand l'enseignant part chercher le salaire, il peut mettre 2 semaines. Vous voyez? Et aussi dans la zone nomade, quand on vous dit c'est la rentrée scolaire, ce n'est pas le 1er octobre. La rentrée là-bas et la rentrée dans la ville de Niamey, c'est différent. Parce qu'ils ont leur pratique culturelle. Il faut faire le warso, comme on dit. C'est vrai, j'ai monopolisé, mais ça va, je peux continuer. En fait, oui, je vais faire vite. Très malheureusement, je voudrais en fait relier au calendrier, la problématique du calendrier scolaire, les zones nomades et les zones sédentaires. Et jusqu'à présent, dans les politiques, j'étais ministre, ça me choque, je ne peux pas ne pas parler de ça, mais je n'ai pas changé grand-chose. Parce que j'ai connu le terrain et je connais les réalités politiques, des fois qui sont influencées, qui ne tiennent pas compte aussi des réalités du terrain. Donc tout ça, quand on pense à ça, je dis, l'équité là n'est pas pour maintenant. Il nous faut beaucoup pousser, il nous faut beaucoup travailler et il nous faut surtout de volonté. Parce que ceux qui conçoivent les politiques, des fois, ne connaissent pas ou bien ils ferment les yeux sur les pratiques nomades. Parce qu'ils sont des sédentaires. Je vous parle de la réalité au Niger. Moi, je suis sédentaire. Mais c'est parce que moi, j'ai été dans la zone et j'ai connu ça. Et peut-être le fait que mon mari aussi est de la zone nomade m'a beaucoup influencé. Mais quand je viens au ministère, je parle de l'éducation nomade. Il y a beaucoup qui disent que ça coûte très cher. Mais pourtant, avec l'UNICEF, avec ACDI, je me rappelle, j'ai obtenu des financements. On a construit des dortoirs. Et ces enfants qui sont laissés, le PAM a amené les vivres pour les stabiliser. C'est pour dire qu'il suffit de donner une chance. Il suffit vraiment de prendre en compte les réalités du terrain pour que cette équité dont on nous chante, dont on nous parle, soit quelque part respectée. Mais s'il n'y a pas un fort engagement politique,
un fort engagement de nos communautés, ça ne peut pas arriver. Et faites participer les communautés à chaque fois que vous voulez intervenir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Juste avant de reprendre en anglais, je vais vous dire, vous dites, vous n'avez pas fait beaucoup, mais on dit quand on sauve une vie, on sauve le monde. Alors, vous avez sauvé le monde. I'll try to summarize in English for those who couldn't follow. It's going to be hard because it was a very rich comment. Bien, nous avons entendu énormément de contributions très très intéressantes. Nous venons d'entendre ici un témoignage sur la réalité. Bon, évidemment, ici, nous nous sommes confortablement assis à Bruxelles. Bon, je connais des personnes qui sont en Palestine, qui vont peut-être devoir évacuer d'un moment à l'autre. Vous avez parlé de ce qui se passe dans d'autres pays. Vous avez parlé des communautés qui vivent de façon assez éloignée. Ce sont essentiellement les jeunes filles qui sont exclues parce que dès qu'elles ont 5 ou 6 ans, eh bien, elles doivent s'occuper de leurs petits frères ou petites sœurs. Nous venons d'entendre ce récit d'enfants qui devaient dormir sur des sacs de riz vides. Ils ont même été abandonnés. C'était une petite fille et 2 enfants, ces 2 petits frères qui ont été abandonnés près d'un puits pour qu'ils puissent boire, certes, mais ils étaient abandonnés toute la journée. Donc ça, c'est la réalité. Et lorsque nous parlons d'équité, lorsque nous connaissons la réalité, cette réalité-là, mais d'autres réalités, moi j'ai passé 20 ans de ma vie sur le terrain. J'ai vu récemment les camps de Kakuma avec plus de 220 enfants et un enseignant. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, tout le monde dit toujours c'est trop cher, nous n'allons pas dépenser tant d'argent pour aider ces communautés qui sont assez éloignées. Oui, j'ai déjà entendu ça aussi, mais vous nous avez expliqué qu'avec l'argent que vous aviez reçu de l'UNICEF, vous avez quand même pu venir en aide à ces enfants. Donc je ne pense pas finalement que ce soit si cher que cela, si onéreux que cela. Et comme vous l'avez dit, c'est très très important de travailler avec les communautés parce que, oui, vous avez parlé du calendrier scolaire, effectivement, l'école commence à Niamey en novembre, mais c'est pas la même chose. Ailleurs, dans d'autres régions plus éloignées, surtout lorsqu'il faut s'occuper des récoltes dans les champs, etc. Donc, effectivement, il faut que ces solutions soient locales, parce que nous, ici, on ne peut pas décider de quoi que ce soit. Et vous l'aviez bien vu dans la présentation de Maran. Je suis toujours très impressionnée, bon, par la Palestine, certes, ce sont des personnes très érudites, mais l'éducation est extrêmement importante. Et donc l'éducation continue, indépendamment de ce qui se passe, même dans les situations les plus difficiles, dans les situations les plus délicates. Nous voyons que les communautés parviennent à trouver des solutions. Lorsque les ONG arrivent, il y a déjà des solutions et des initiatives prises par les communautés sur place. Donc il faut vraiment suivre ce que les communautés font, il faut les aider, les soutenir. C'est la bonne direction à suivre. Merci beaucoup pour votre témoignage, madame. Merci également d'avoir traduit les propos de l'intervenante. Je voulais vous remercier parce que je pense que c'est un thème très très important, l'inclusion. Je pense qu'il faut toujours essayer de s'améliorer et j'ai appris que l'inclusion aujourd'hui, c'est pour améliorer évidemment et renforcer les compétences, mais c'est peut-être d'être là pour aider ceux qui n'ont pas les capacités financières, ceux qui sont désespérés, ceux qui ont perdu tout espoir, ou des jeunes filles qui sont obligées de rester dans la famille pour s'occuper de leurs petits frères ou petites sœurs parce que les parents ne sont pas là. Et donc, je voulais revenir sur la dimension de la formation. L'amélioration des compétences. Lorsque l'on parle de formation, nous devons réfléchir à l'avenir
Et je pense que, bon, au Cameroun, ceux qui sont en situation de handicap, ceux qui sont déplacés en chaise roulante, eh bien, ils ont énormément de compétences. Les personnes malvoyantes, par exemple, développent d'autres sens. Par exemple, ont un odorat très, très développé. Pourquoi ne pas se concentrer sur ces aspects? Et ceux qui terminent des études primaires ou secondaires, pourquoi ne pas se concentrer sur ce qu'ils font de bien? Parce que, voilà, bon, vous savez faire des calculs lorsque vous sortez de l'école. Commençons peut-être par ce qu'ils savent faire pour avoir davantage de confiance. The teacher will not come and teach you chemistry, carbon plus oxygen. No, I think that the teacher should be Je based pense que les enseignants doivent d'abord analyser ce que les enfants sont capables de faire, ce qu'ils ont déjà comme compétences et utiliser, capitaliser sur ces compétences. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, voilà, moi je voudrais apprendre cet art, mais comment faire? Alors on pourrait essayer de travailler sur cela. Peut-être que cela leur permet de gagner de l'argent, cela leur permettrait de partir, de migrer, cela pourrait également leur permettre d'aider d'autres personnes dans la communauté à mener à bien des projets. Donc voilà, moi je me demandais s'il y avait des projets au niveau du recyclage pour l'avenir. Vous posez la question des formations. Il faut que ces formations soient adaptées. Il faut d'abord bien cerner les compétences des enfants pour pouvoir ensuite les utiliser et capitaliser sur ces compétences. Je ne sais pas s'il y a des projets, s'il y a des subsides, par exemple, pour financer ce genre de projet. Je peux essayer de répondre et puis ensuite donner la parole à Maran, parce que je pense qu'à Gaza, ce sont vraiment les champions du recyclage. J'ai vu une vidéo dans laquelle des enfants jouaient dans une piscine à Gaza. Voilà, on avait remis du sable et un petit peu d'eau pour que les enfants puissent aller à la piscine. Alors, ce que vous avez dit est vraiment très, très intéressant. Nous voyons évidemment qu'il y a ce changement climatique. Les programmes de cours sont assez fragmentés. Et s'agissant de la formation des enseignants, je vois qu'il y a des membres ici de VVOB. Ils font énormément de choses pour cibler le bon niveau, pour essayer de commencer par ce que les enfants savent, commencer par les compétences des enfants. C'est important. Chez HI, lorsque nous organisons la formation des enseignants, c'est un de mes modules préférés. Nous créons du matériel pédagogique et nous n'importons jamais rien. Nous essayons d'utiliser ce qui se trouve là où nous enseignons. Donc ça peut être des éléments dans la nature, par exemple. Si l'enseignant parle de la nature, si on parle de poules, par exemple, eh bien voilà, ils prennent la poule et ils la portent dans la classe. Bon, c'est toujours intéressant évidemment pour des enfants. Donc voilà, je pense que nous essayons toujours de partir de ce qui existe. Ça peut être du matériel recyclé. On peut effectivement appliquer l'approche de Montessori. Je pense que c'est toujours possible de travailler avec du carton, par exemple. Bon, ça fonctionne.
et vous pouvez réutiliser ces matériaux. Et si c'est de faible qualité, eh bien, vous pouvez certainement en retrouver. Donc, je pense que c'est un point effectivement très pertinent que celui que vous venez de soulever. Merci beaucoup pour ce commentaire. Alors, Maran, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir. Unfortunately, Israel is preventing the entrance of any Malheureusement, Israël interdit l'entrée de matières premières comme le ciment, par exemple. Donc, malheureusement, les Palestiniens n'ont pas la possibilité de reconstruire ce qui a été détruit. Et aujourd'hui, eh bien, les habitants utilisent ce qu'ils trouvent. Donc, des matériaux de recyclage pour reconstruire leurs maisons, pour reconstruire les écoles. I think also people now and actually we have take training on how to use cartons to do assistive devices for Nous children with avons disabilities. également suivi des formations pour utiliser différents matériaux pour venir en aide à des enfants en situation de handicap. Donc aujourd'hui, eh bien, on utilise vraiment tout ce que l'on peut trouver pour trouver des solutions et des remèdes. I think just to complete what Marianne said, for example, for HI, we also work on Chez HI, nous travaillons également dans le domaine de la réhabilitation. Nous essayons de faire entrer du matériel et c'est très difficile. Les ciseaux, par exemple, une paire de ciseaux, eh bien c'est interdit. Donc voilà, c'est vraiment très très compliqué. Donc voilà, pour le personnel de santé, eh bien, il faut savoir que le personnel de santé n'a même pas de paire de ciseaux. Moi, j'ai une question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de disparus, non? Dans les pays du Nord et pays d'Afrique, Palestine, etc., etc. Moi, une question. Comment vous affrontez con l'éducation, parce qu'aujourd'hui, con l'impact de l'intelligence artificielle, tu as vu? Ici, déjà, les jeunes utilisent l'intelligence artificielle. De l'autre pays, il n'y a pas encore. Moi, je suis data analyst, non? J'ai analysé tout ça. Comme on dit, je voulais faire collégamment de madame sur l'impact local. Comment vous affrontez sur l'éducation l'impact local, qu'il y a des fois, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de... Comment on fait affronter une éducation online? Par exemple, si vous faites l'éducation online, tu as besoin d'électricité la première fois. Deuxième, aujourd'hui, comme on dit, l'intelligence artificielle, parce que des pays du nord d'Europe a utilisé l'intelligence très bien et de l'autre pays pas. Comment vous intégrez sur les générations des enfants pauvres pour l'intelligence artificielle? Parce que l'éducation aujourd'hui, c'est très importante. OK? Moi, je suis Patricia, j'ai étudié, je suis data analyst. Comme ça, les enfants, ils comprennent qu'est-ce que, non? C'est ça mon question. Désolé, hein, pardon pour mon accent français. No worries. We're gonna just translate for the whole room. Nous allons donc essayer de retraduire. Je pense qu'il y a deux questions dans ce que vous avez dit. Dans un premier temps, comment rendre l'accès à l'éducation numérique dans des endroits dans lesquels il n'y a pas forcément d'électricité? Et puis ensuite, comment impliquer l'intelligence artificielle? Parce qu'on sait très bien que l'accessibilité à l'IA n'est pas du tout la même, que vous soyez dans le nord ou dans le sud, par exemple. Peut-être que nous pouvons donner la possibilité à Maran de répondre sur l'utilisation des outils numériques. Il y a une énorme différence entre ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. Il n'y a pas de comparaison. À Gaza, les téléphones sont très très chers. Il n'y a plus de téléphone qui arrive à Gaza depuis 3 ans. Il y a plein de coupures d'Internet.
Nous avons des membres de personnel à Gaza, eh bien on n'arrive plus à se parler, c'est vraiment très très difficile. Donc finalement, c'est toute l'éducation qui est perturbée. Et en Cisjordanie, oui, là, il y a Internet. Et grâce à des organisations internationales comme BSR, nous essayons d'offrir et de fournir des smartphones aux familles pour que les enfants puissent suivre des formations, pour que les familles puissent également se former. Nous essayons de leur expliquer ce qu'est l'apprentissage en ligne. Nous essayons de suivre tout cela et dans la mesure du possible, nous essayons de répondre à leurs besoins. Mais effectivement, nous essayons d'aider justement ces personnes à s'équiper en nouvelles technologies. Parfois, nous payons nous-mêmes les frais de transport pour que certains puissent aller de ville en ville. Mais en matière d'apprentissage numérique, nous avons une bonne expérience en Cisjordanie. Là, nous arrivons à fournir les familles en équipement. Ils peuvent se former de cette façon-là, mais pas partout. Nous arrivons au terme, donc je vais essayer d'être assez rapide. C'est un point extrêmement important. Bien entendu, il y a des différences entre les différentes parties du monde. On entend parfois, ah, chez nous, nous arrivons à travailler de façon numérique, mais bon, dans certaines régions, la région des lacs, par exemple au Tchad, il n'y a pas d'électricité, donc c'est vraiment très compliqué. Il y a également des inégalités. La plupart des solutions numériques n'étaient pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors oui, certains disaient oui, on va utiliser la radio pour qu'on puisse quand même aller à l'école ou suivre les cours, mais si vous êtes malentendant, eh bien, ce n'est pas une solution qui fonctionne et qui sera adaptée à vos besoins. Voilà, bon, c'est vrai qu'on utilise quand même pas mal les smartphones hein, pour passer des informations. Très, très brièvement, la deuxième question, la deuxième partie de la question. C'est vrai qu'il y a des dangers évidemment liés à l'intelligence artificielle, hein. On peut l'utiliser pour recruter des jeunes, on peut l'utiliser pour faire circuler de fausses informations. Donc il y a quand même énormément de dangers. C'est un sujet sur lequel nous travaillons. Notre collègue Fanny d'ailleurs travaille sur les dangers liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais effectivement, il faut tenir compte de ces risques et de ces dangers. Voilà, merci. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. De nouveau, je voudrais vraiment remercier nos deux orateurs aujourd'hui. Merci infiniment à vous deux, Sandrine et Maran. Vous avez vraiment contribué énormément à la thématique du jour. Nous avons appris énormément. J'ai beaucoup appris en ce qui me concerne. Donc, je pense que nous pouvons vraiment applaudir notre oratrice et notre orateur en ligne. Maran, oui, oui, également. Pas Manal, hein, Maran. Merci, merci en tous les cas. Merci infiniment pour aujourd'hui. Ce fut vraiment très inspirant. Bien, pour la séance de clôture, je vous invite maintenant à vous rendre dans la salle Soconi pour la séance de clôture. Merci, merci encore. Vous avez vraiment été